Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, je pense que l'écran derrière moi ne ment pas, le filtre sur l'image non plus, c'est une semaine mignonne, c'est une semaine kawaii parce qu'on va parler du studio Kyoto Animation pour la sortie d'un grand film, ma foi, Lise et l'oiseau bleu, qu'on a eu l'occasion de voir autour du plateau, notamment un chroniqueur exceptionnel en la personne de Pierre Camilli. Salut Pierre, comment vas-tu ? Moi ça va bien, moi ça fait longtemps que je suis pas venu faire une émission, donc moi ça me fait super plaisir d'être ici, ça fait très très longtemps, c'est 9 mois à peu près, ouais. 9 mois facile, ouais, donc ouais. On est toujours content de te recevoir parmi nous. Je fais ce que je veux. Et en présence d'un invité non moins exceptionnel, Olivier Fallet, bonjour. Bonjour. Alors, on rappelle que tu es en charge du marketing de Crunchyroll France. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et journaliste émérite depuis une bonne vingtaine d'années dans le milieu de l'animation japonaise. Ça fait déjà un petit moment, oui. Ouais. Et donc, on te reçoit évidemment pour partager cette expertise que tu as sur l'animation japonaise pour cette grande rétrospective sur Kyoto Animation. Et à côté de toi, un invité. C'est une émission exceptionnelle, on vous l'a dit. Un invité exceptionnel qui passait, qui se dit il y avait de la lumière. Il est rentré. Voilà. Sébastien, bonjour, comment ça va ? Écoute, ça va après une semaine d'intense visionnage de mignonnerie. Là, je suis d'attaque. Là. Tu es plus mignon que jamais, c'est incroyable. Alors cette semaine, on vous rappelle effectivement qu'on va faire deux critiques Origin, un manga chez Pika que tu as lu, signé Boichi. Tout à fait, que tu peux montrer à la caméra évidemment. Lise et l'oiseau bleu, je l'ai dit, avec toi Pierre, mais avant cela j'ai envie de dire c'est l'heure des news. Et on commence les news avec un petit point Sony, car Sony a annoncé ce jeudi 11 avril la capacité que ce qui est enfin possible de changer son identifiant sur le PlayStation Network après s'être arc-bouté depuis 2006 à nous expliquer le contraire, comme quoi c'était pas si compliqué que ça. Donc on peut passer par la PS4 ou par l'application, par l'interface web. Donc le premier changement est gratuit, on peut garder l'ancien pseudo affiché pendant 30 jours, puis le prochain changement coûtera 10€, sinon 5 si vous êtes membre du PS Plus. Donc la régulation devrait se faire par le porte-monnaie. Et on peut récupérer l'ancien pseudo à tout moment, il n'y a pas de problème. Alors petit bémol, attention, seuls les titres sortis après avril 2018 sont à 100% compatibles avec le changement de pseudo, sinon il y a des bugs. Alors, super bizarre. C'est-à-dire que le changement de pseudo ne peut pas être effectif, il peut simplement pas s'afficher, ou sinon il y a tout simplement la perte du lien entre le jeu et le PSN, auquel cas on perd les sauvegardes, on perd l'argent investi dans le jeu, on perd les trophées et on perd les extensions, les DLC, voilà. Donc, sans garantie qu'un retour au pseudo précédent permettre de récupérer le contenu. Donc attention les amis, ne vous précipitez pas forcément sur cette feature, attendez peut-être un petit peu. C'est une usine à gaz quoi. C'est une usine à gaz. En revanche, le truc plutôt sympa, c'est qu'on peut revenir à un ancien pseudo à n'importe quel moment si on contacte Sony, ce qui laisse entendre que si vous déposez votre pseudo, il vous appartient pour toute la vie. C'est plutôt sympathique. Est-ce que vous allez changer votre pseudo PSN autour du plateau ? Moi j'essaie encore de me connecter au PSN. Un jour peut-être, on sait pas, peut-être. Toi t'es plutôt sur Switch, je crois. Ouais, c'est ça, plus sur Switch, parce que j'ai essayé plusieurs fois de me connecter il y a quelques mois au PSN et j'avais énormément de mal. Je sais pas, j'avais un bug, peut-être que ça venait de mon réseau, je ne sais pas, et depuis j'ai pas réessayé. Effectivement, comme quoi les codes amis, ça a du bon quand même. C'est pas mal. Bon, on enchaîne avec une autre annonce dans le milieu du jeu vidéo, Star Wars Jedi Fallen Order. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un jeu qui a été dévoilé hier soir à la Star Wars Celebration de Chicago. Donc c'est un nouveau produit issu du partenariat entre Electronic Arts et Disney, un nouveau jeu donc développé par Respawn, donc qui fait une belle remontada après le gadin de Titanfall 2 et forcément Apex Legends qui se porte plutôt bien, très bien. Et réalisé par Stig Asmussen, très compliqué à prononcer. Voilà, excuse-moi. Non, c'est que j'écris mes S comme mes R, donc voilà. Donc, ce bon vieux Stig, pourquoi est-ce qu'on le connaît ? C'est le réalisateur de God of War 3. Donc voilà. Réussite. Pareil, réussite, mais ça fait un moment, donc mine de rien, c'est peut-être un projet de la revanche pour pas mal de gens en interne chez Respawn. On va suivre l'histoire de Cal Kestis, qui est un Jedi ayant survécu à l'ordre 66 à la fin de l'épisode 3. Donc pas mal de choses. Un jeu plutôt action-aventure, on n'a pas vu de gameplay, avec une forte emphase sur le système de combat, où on va pouvoir jouer avec le sabre, avec la force, des combos
Donc a priori un truc plutôt beat'em all peut-être, petit wink wink en ces moments de Devil May Cry 5, pourquoi pas, ça serait sympa. Devil May Cry 5 avec la force, tu prends? Oh là, j'achète. Donc pour l'instant il n'y a pas de mention d'un mode online, donc à suivre, peut-être que après Star Wars 1313 de Visceral Games qui a été annulé, c'est peut-être le projet de la reconquête du mode du jeu solo chez EA. Des attentes autour du plateau, autour de ce projet? Moi franchement j'ai envie de dire pourquoi pas quoi. Moi ce qui était proposé avec Battlefront, tout ça ne m'intéressait pas vraiment, donc je suis plus jeu solo en général, donc un Star Wars comme ça peut que m'intéresser davantage quoi. Et toi Sébastien? Olivier, peut-être tu n'es pas très Star Wars, jeux vidéo? Star Wars oui, mais jeux vidéo non. Pas trop. C'est un jeu mis sans microtransactions, je crois, ils avaient dit non? C'est pas mentionné pour le moment. Okay. Voilà, donc disons, on crée la hype sur un malentendu, ou au contraire, c'est juste qu'il n'y en a pas, auquel cas, c'est la fête. Ok, ça c'est ce qui serait pas mal. Mais c'est tentant. C'est tentant. Alors, niveau news, on a Eric Chahi qui annonce Paper Beast, c'est ça, qui dévoile son nouveau jeu. C'est ça, donc 8 ans après From Dust, Eric Chahi revient au sein d'un nouveau studio qu'il a nommé Pixel Rift. Donc Eric Chahi, je rappelle qui c'est un monstre du jeu vidéo français qui avait fait Another World et putain, j'ai un trou de mémoire. Et Art of Darkness. Art of Darkness, voilà, c'est ça. Du coup, qui revient au sein d'un nouveau studio où il a rassemblé une équipe d'une quinzaine de personnes à peu près. Qui est un projet prévu VR uniquement, en tout cas vraiment orienté PSVR, exclusivité PSVR, exclusivité PlayStation, et qui sortira après PSVR en 2019, c'est ça, et ensuite en 2019 et ensuite une version sans VR en 2020. Donc ce sera un jeu où on pourra évoluer dans un univers pas généré procéduralement, mais qui met la part belle au gameplay émergent, avec tout un écosystème simulé de A à Z, avec des espèces de monstres en papier un peu bizarres. Ça a l'air hyper intriguant. Moi je sais pas encore trop quoi en penser quoi. Eric Chahi, c'est toujours des jeux avec des propositions artistiques très fortes. Après ça, il a une vraie vision quoi. Il faut voir l'exécution, ça fait un moment qu'il a pas chapeauté de projet quand même. 8 ans quoi. Ouais. 8 ans. Donc peut-être autour du plateau, tu avais pu voir des images, Seb, ou pas? Oui, quelques-unes. Des origamis qui surfent sur du sable. Voilà. Ça m'avait rappelé un petit peu Journey, oui, très très loin. Mais je trouve c'est joli. Pourquoi pas. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un bon jeu qui me change de ce que je vois d'habitude. Avoir des shooters, donc pourquoi pas. Je suis curieux de ce qu'il peut donner, parce qu'il paraît que c'est quelqu'un qui aime pas vraiment travailler dans des grosses équipes. From Dust, il paraît qu'ils étaient plus d'une vingtaine et c'est déjà trop pour lui. Là, il a pris une équipe un peu plus modeste. Du coup, j'espère que ça se passe beaucoup mieux pour lui quoi. On verra, comme quoi le désert entre dunes, sable et Paper Beast, il y a du taf si vous voulez dans le désert en ce moment. On reviendra sur Star Wars peut-être à la fin de ce point news. Peut-être une thématique d'émission. Peut-être une thématique, le désert dans la pop culture. Voilà, génial, incroyable. C'est bien. Le désert Gerudo évidemment, pour en parler. On reste avec toi Pierre, du Rififi chez Ufotable et Madhouse. Ah ouais, là c'est pas très joli ce qui se passe, parce que du côté du Ufotable, on a appris via le magazine Weekly Bunchen Digital que le studio, les dirigeants du studio Ufotable feraient de l'évasion fiscale. Voilà, qu'en gros les financements seraient un petit peu occultes. C'est ça, le président fondateur Hikaru Kondo toucherait de l'argent directement du merchandising que perçoit le studio, ce qui met un peu en danger, alors pas à ma connaissance encore, mais ça mettrait un peu en danger les séries Les Rôdeurs de la Nuit et le troisième film Fate Stay Night Evansville, qui sont Les Rôdeurs de la Nuit qui est en cours de diffusion sur Wakanim, et Evansville qui est pas encore sorti, qui sort l'année prochaine, c'est ça? Disons effectivement que là ça risque de taper très fort, risque de faire une Carlos Ghosn. Mais on parlait justement des financements ce matin. Du coup, tu faisais une conférence ce matin, Olivier, sur les financements dans la Japanimation. Qu'est-ce qui se passe en cas d'évasion fiscale avérée? C'est une bonne question. Alors là, j'en sais rien. Mais effectivement, oui, je pense que malheureusement, ça peut peser sur l'avenir du studio et du coup, par ricochet, sur les productions qui sont en cours. Ufotable, c'est un studio qui est bien réputé, qui font d'excellentes productions, de grande qualité. Effectivement, la saga Fate, moi je me souviens de Garden of Sinners et bien d'autres encore. Donc voilà, je le trouverais triste si des productions et ce studio qui est parmi les meilleurs et les plus appréciés des fans, demain
soit obligé de fermer ou en tout cas d'avoir un grand coup dans l'aile sur ses productions. Voilà. Après, je sais pas trop concrètement ce qui se passerait au niveau juridique. Seb, j'avais cru entendre un truc encore plus sombre sur il me semble qu'ils avaient fait quelque chose pour les tremblements de terre qu'il y avait eu, et je crois qu'il y a une enquête aussi sur qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent récolté pour les trucs de tremblements de terre. Les dernières infos qui ont filtré, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Ça serait effectivement qu'il y aurait eu aussi des magouilles par rapport à des donations suite au tsunami et aux événements de Fukushima, de mars 2011. Ce serait un peu compliqué effectivement, donc à suivre. On vous fera suivre ça. Ça peut faire un gros scandale effectivement au-delà du côté évasion fiscale ou des choses effectivement pour détournement d'argent humanitaire, c'est compliqué. Le Japon pardonne pas au niveau de la justice avec ça. Plaider coupable, les amis. C'est un conseil. On reste avec toi du coup parce que tu avais un autre studio qui est pris dans la tourmente, Madhouse. Le magazine Post a rapporté que ça se passe pas super bien au niveau des employés de Madhouse qui seraient surexploités avec plus de 200 heures supplémentaires mensuelles. Et des non payés et en plus pris sur les jours de congé et jours de repos pour les employés. En plus de ça, il paraît qu'ils sont payés une misère pour produire les animés qu'ils font. Ce qui est le cas de beaucoup de studios et de beaucoup de gens c'est ce qu'on disait ce matin, il y a assez peu de studios qui salarient leurs employés, les animateurs travaillent beaucoup en freelance, et effectivement c'est des statuts qui sont assez précaires et c'est pour ça que ça fait déjà quelques années, même assez longtemps que ça fait plus trop rêver, et il y a une pénurie d'animateurs au Japon. Donc effectivement je pense que ce problème n'est pas seulement lié à Madhouse, mais effectivement peut-être que là plus spécialement en ce moment ça pose souci. C'est dommage parce que Madhouse c'est un très ancien studio, il date des années 70, un très beau studio qui est effectivement peut-être un peu en perdition depuis une dizaine d'années. Ils ont eu leur âge d'or dans les années 80-90, qui ont fait les chroniques de la guerre de Lodos, des films comme Ninja Scroll, comme Metropolis. Derrière il y a des productions mythiques et alors je ne sais pas effectivement si ce problème il est juste lié aux animateurs ou si c'est le studio peut-être de manière plus profonde qui traverse une crise. Il y avait un témoignage d'un ancien animateur de Madhouse sur Twitter qui disait que par exemple il avait demandé, déjà la situation ne l'étonnait pas, il disait qu'il avait demandé une fois aux dirigeants si les tarifs des transports étaient remboursés sur le contrat. Les dirigeants avaient fait un grand sourire et il avait dit non. Bonne ambiance. Et alors du coup, assistant de production que tu es, Seb, ton ressenti sur cette histoire? Heureusement que je travaille en France. Voilà. C'est tout. Ok. Bon, c'est vrai qu'on est content en France. Hein. Sur le chat, ils disent tous chais, double chais. Voilà. On reste avec toi, Seb. Du coup, est-ce que tu vas prendre la parole pour ta première news depuis un moment? Elle est consacrée à Tomb Raider. Oui, elle est consacrée à Tomb Raider, qui c'est par l'intermédiaire justement du site Deadline qu'on apprend que les studios MGM et Warner Bros ont recruté la scénariste Amy Jump, qui est une scénariste qui commence à monter, à faire parler d'elle. On la connaît notamment pour le film de science-fiction High Rise, elle est un peu spécialisée dans ce qui est action et aussi science-fiction, et c'est quand même assez intéressant de voir déjà une scénariste femme pour un tel projet. Ça fait depuis les années 2010 qu'elle est à peu près qu'elle commence à réaliser. Je crois qu'elle a réalisé 4 ou 5 films, et même si rien n'est officiel, on va dire pour l'instant, l'actrice suédoise oscarisée Wiklander devrait continuer cette suite, donc ça serait potentiellement une suite aussi, mais rien n'est confirmé officiellement, mais il y a de grandes chances. Oui, disons que le premier Tomb Raider avec Alicia Vikander avait quand même reçu une réception mitigée, comme tous les films adaptés de jeux vidéo, mais clairement dans le haut du panier des adaptations live de jeux vidéo. Donc peut-être. Le film était rentable de toute façon. C'est ça. Sur l'international. Donc si tire les leçons du premier opus, peut-être qu'on peut avoir un deuxième épisode peut-être plus ambitieux et plus maîtrisé aussi. Hein. On rappelle que Uncharted, il y a eu Uncharted 2 derrière. Ouais. Par exemple. Hein. C'est correct, à mon avis, on sera déjà content. Écoute, à suivre. Hein, on aura sans doute un trailer cet été. Non. Je sais pas pourquoi je dis ça. Disney Plus détaille son offre. Seb, peux-tu nous en dire
Plus du coup. Des nouvelles de l'Empire du Mal. De l'Empire du Mal, n'est-ce pas? J'ai vu ça sur ta fiche. Donc Disney devrait lancer son service de streaming censé concurrencer Netflix et Amazon, donc qui s'appellerait Disney+. Ça serait en 2019. Il n'y a pas véritablement de date annoncée, mais ce serait en 2019. Donc qu'est-ce qu'il y aurait sur ce service de streaming? Parce qu'effectivement, on parle quand même d'une compagnie qui possède plus de 30% de tout l'entertainment mondial. Et bien ça serait déjà tous les Star Wars, mais seulement à partir du Réveil de la Force, parce qu'ils ne possèdent pas les droits des 6 premiers. Il faudra attendre 2024 pour pouvoir les avoir. Évidemment, toutes les productions de Disney, Pixar et Marvel qui sont en train de sortir. Il y aura environ à peu près 500 films déjà sur le catalogue, 7000 épisodes de séries. Alors, il faut savoir que c'est un peu un chiffre piège, parce que 7000, on se dit c'est énorme, mais il y a des séries qui ont 200, 300 épisodes. Donc bon, faut aussi se calmer sur... Sur Crunchyroll, on a 6000 en France déjà. Donc c'est pour ça. Donc clairement, là, Disney, ils sont pas à fond, mais ce qui est plus intéressant, et je pense qu'il va vous intéresser aussi tout le monde, c'est qu'elle annonce des exclusivités, dont une série préquel à Rogue One. Avec Diego Luna du coup. Je ne sais pas. L'acteur qui ressemble beaucoup à ton frère. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, c'est bon, je vois. Bon, bref, on passe à ça. Une série en prise de vue réelle, The Mandalorian, réalisée par Jon Favreau, dont l'action se situerait après la bataille d'Andorre. À mon avis, c'est à peu près à ce niveau-là. Une 7e saison de Clone Wars, et ça, c'est pas mal. Ceux qui n'ont pas vu la série animée Clone Wars, franchement, je la conseille. C'est une bonne série d'animation. Par Tartakovsky, c'est ça? Oui, c'est ça. Une partie, pas tous, je crois. D'accord. Et une série animée Monstres et compagnie. Donc plutôt sympa. Donc il y a quand même des choses à dire, il y a des choses à voir. En revanche, je ne pense pas que tout le monde mettra la main au porte-monnaie. Ça sera aux alentours des prix de Netflix. Ils vont s'aligner en fait de toute façon. Donc on est sur. Ça a été annoncé, je crois, non? Non, c'est pas. Ils ont donné une fourchette de prix. D'accord. Environ $7 par mois. Entre 7 et $12. Donc en fonction, à mon avis, ça sera le nombre d'écrans possible, le nombre de comptes peut-être possible. Ça sera assez similaire, je pense. Donc à suivre de très très près. Olivier, ton ressenti sur cette arrivée de Disney dans l'écosystème du streaming? Ça va être la guerre. c'est déjà, ça va faire un acteur de plus. Voilà, c'est une grosse bataille qui se joue au niveau mondial. Et voilà, c'est vrai que les services de streaming se développent de plus en plus. On le voit, nous, à notre échelle, au niveau de l'animation japonaise. Mais oui, aujourd'hui, c'est une bataille, effectivement, entre très, très gros. Entre très, très, très gros. Non moins gros, c'est l'épisode 9 de Star Wars. Parce qu'on reste chez Disney. Voilà, on a eu le trailer cette semaine. Je ne vais pas vous le raconter. Vous avez à peu près, je pense, tous vu et eu des retours sur ce trailer. Voilà. Pierre, tu as tout dit. Ton ressenti sur Star Wars 9. J.J. Abrams, on rappelle qu'il revient à la réalisation après que son travail de l'épisode 7 se soit fait balayer dans le 8e. Le casque de Kylo Ren qui revient. En fait, j'avais détesté le 8, mais je trouvais ça intéressant qu'il veuille vraiment détruire un peu l'essence de Star Wars avec cet épisode. En fait, j'aimais pas l'objet filmique qui était le 8, mais là en fait j'ai l'impression qu'il cherche tout à reconstruire, en fait, dire ah non, vous en faites pas les fans, en fait finalement on va tout remettre, alors que non, fallait garder comme c'était, et accepter vraiment ce qui avait déconstruit le 8 même, et repartir là-dessus, quoi, je sais pas. Oui, c'est ça, aller plus loin, passer le cap de la reconstruction d'autres choses. Peut-être que ça aurait été plus intéressant, effectivement. Et alors que là, faire revenir l'empereur, ça m'intéresse pas. Mais qui te dit que c'est l'empereur? C'est un rire sardonique. C'est pas comme s'il y avait un certain acteur qui était venu. Ian McDiarmid, je ne vois pas de qui tu parles. Seb? Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais pour le coup, alors là, je n'ai plus aucune attache avec Star Wars, et j'ai vraiment passé la... Comment dire, maintenant vraiment je n'ai aucun intérêt. Même à la limite pour la série animée, moi c'est la dernière chose que je regarde, on va dire, de Star Wars, mais malheureusement ça m'intéresse. Ça sera sûrement très bien, mais ça m'intéresse pas. Olivier? Un petit peu pareil, peut-être pas aussi tranché, mais c'est vrai que plus ça passe, on nous a tellement matraqué que le côté attente, il est un peu passé. Et bon, je me dis que c'est qu'une bande-annonce, j'irai quand même le voir. Et puis on verra vraiment sur l'ensemble du film, plutôt que de commencer à polémiquer sur une bande-annonce où on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a une scène d'exploration dans les décombres de l'Étoile Noire
ce qui devait être le début du 7. Donc on voit même que pour le 9, ils reprennent des idées qui avaient été écartées pour le 7ème. Donc vraiment le côté on prend les mêmes et on recommence. Et j'avais vu un gif sur Twitter très rigolo où en fait le plan d'ouverture avec Rey qui se retourne avec le TIE Fighter qui la course de derrière, c'est en fait un remake plan par plan de la scène de l'avion dans La Mort aux Trousses. Mais ça c'est tout de suite c'est cramé. C'est incroyable. Et puis voilà, on verra. Après, le cinéma c'est toujours ça, c'est de plus en plus difficile d'inventer, on fait que renouveler non mais là c'est vraiment un clin d'œil, c'est un vrai clin d'œil, c'est pour le coup c'est un vrai clin d'œil. C'est pas, je pense pas que ce soit un problème. non, effectivement, tant que s'en cache, tu veux dire. Tant que c'est assumé. Pour Frenchy Frencha sur le chat, j'ai lu Phenom d'un œil, mais c'est pas Phenom. Zéro hype pour Star Wars 9. On va tous aller le voir juste pour savoir comment Abrams va tenter de recoller les morceaux et de finir cette pseudo-trilogie. Voilà, le public n'est pas très emballé apparemment. Disney est bien avisé de laisser Star Wars se reposer un petit peu. C'était une annonce qu'ils ont faite en même temps que Disney+, en disant Star Wars au cinéma, on va se calmer. Vous aurez vos séries sur Disney+, et puis on attend, on se donne du temps. Voilà, wait and see. On va s'écouter Aloe Island Posse, le morceau Azures, et on se retrouve juste après pour nos 2 critiques. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels avec Pierre qui se dandine comme jamais personne ne s'est dandiné. Il faut toujours un sur place. Il faut toujours un gif. À chaque semaine son gif, c'est parfait. Là tu es parfait. Change rien. C'est comme ça qu'on fait. Alors voilà, c'était ultra radiophonique, c'était fantastique. Retrouvez-nous en replay évidemment sur Twitch et sur YouTube. On embrasse le chat. Je crois que tu avais quelqu'un à qui il fallait dire bonjour. Oui, un bisou à Menandil qui est là, évidemment à tout le chat. Mais on salue Pierre McCoy, on salue Thundergeek, on salue The Maniac, on salue Mafouba. Mafouba légendaire. Le régulier, il a son rond de serviette. Il faut le savoir. Écoutez, trêve de plaisanterie. On va rapidement enchaîner avec les critiques et je crois qu'on commence avec toi Seb. Mais c'est de la merde. C'est parti donc Seb, tu vas nous parler de un certain manga, d'un certain Boichi. C'est qui Boichi? C'est quoi Origin? Oula. Boichi, alors c'est un mangaka coréen sulfureux, je dirais, qui revient justement en 2016, parce que cette série date de 2016, avec une nouvelle œuvre qui pousse une nouvelle fois, on va dire, tous les potards à fond. Genre, c'est toujours tout à fond avec lui, que ce soit le dessin, l'histoire et tout, il faut que ce soit toujours à fond. Donc on le connaît surtout pour Sunken Rock. Toi tu avais lu... Non, j'ai pas lu Sunken Rock. C'était quoi? C'est Dr. Stone. Mais là, il était que dessinateur dessus. Voilà, il était que dessinateur. Son style est vraiment reconnaissable. Là, il revient avec Origin, qui est une histoire mêlant action et science-fiction. C'est saupoudré, on va dire, de corps musculeux, une musculature osée, à fond, quoi. Et là, on va dire généreuse, et que justement, nous profitons de la sortie du 4e tome. Le 13 mars dernier, donc chez Pika, pour vous en livrer une critique un peu plus aboutie. Alors effectivement, l'histoire est pour le moins originale, d'après ce que tu me disais hors antenne. Effectivement, Tokyo, 2048, Origin est l'un des quelques robots androïdes ultra perfectionnés, construits par un scientifique qu'on appelle père, et une scientifique qu'on appelle mère aussi. Tiens donc. C'est important. Oui. Il tente désormais de vivre dans le monde des humains, et avec la devise mener une vie convenable, qui sont en fait les derniers mots prononcés par justement père avant de mourir dans un incendie déclenché par l'AEE, qui est l'Asia Europe Express and Energy, qui est en fait un énorme conglomérat, la plus grosse industrie. Voilà. La grosse corporation dystopique. Exactement, c'est la plus grosse que la Terre n'ait jamais connue. Donc voilà, c'est le top. Mais en voulant mener une vie convenable et protéger les humains, Origin se retrouve à détruire un de ses robots frères, qu'il appellera frère, ce qui attisera la vengeance d'un grand méchant robot. Voilà. Qui semble... Le mec, il ne veut pas spoiler aujourd'hui. Voilà. Non mais voilà, je préfère, voilà, et qui semble être le seul à avoir, ça on apprend très vite, acquis une émotion et un moi. Donc rappelle, le moi, c'est ce qui assure l'équilibre de nos pulsions, et c'est un peu notre personnalité qui, on va dire, permet la conscientisation du monde qui nous entoure. Et donc c'est tout un programme sur le plan thématique, ça m'a l'air fort intéressant, mais du coup est-ce que c'est bien? Eh bien déjà on va parler du style de Boichi, parce que vraiment c'est on aime ou on déteste. Le gars, très anatomique, c'est-à-dire que tous les dessins, on va vraiment ressentir les muscles, on va vraiment ressentir les volumes, sauf que toute la musculature est vraiment poussée
au maximum. C'est vraiment des pecs énormes, c'est des trapèzes énormes, c'est des cuisses, mais des cuisseaux, mais comme vous n'en avez jamais vu. Quoi. Non mais c'est clair. Street Fighter 6. Ou voilà, exactement. La suite, je suis un peu trop loin là. Et justement, ce qui est bien, c'est dans son trait, on ressent le volume à chaque fois, et c'est quand même assez agréable de voir une personne qui maîtrise autant le volume, et notamment, soit le trait ou ce qu'on va appeler les highlights, hein, tous ces réflexions qui permettent de voir la lisière d'un volume plutôt rond. On retrouve aussi le style de Boichi dans les plongées sur les décolletés, hein, des plans. Boichi being Boichi. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est. Mais bon. Des plans sur des culs, voilà, c'est que des persos qui sont, que ce soit les mecs ou les nanas, c'est que des persos qui sont ultra bien foutus. Ça peut vraiment déranger, ce que je comprends vraiment, mais une fois qu'on est rentré dedans, qu'on est passé outre, ça s'accepte. Le découpage est clair, efficace, c'est toujours lisible. Le passage d'une case à une autre pour les actions de combat sont littéralement majestueuses. On s'y perd jamais, et c'est ça qui est vraiment bien, je trouve, avec le style de Boichi, c'est que justement, eh bien, dans les combats qu'il dessine, on a toujours vraiment les tenants et les aboutissants du combat. On sait d'où viennent les personnages, où ils arrivent, qu'est-ce qui se passe. Évidemment, on a l'utilisation d'un être dans les thématiques qui n'a pas de sentiment, un robot, hein, qui est donc Origin, je rappelle, contrairement à Violet, hein, évidemment, faut pas confondre. Et on en parlera tout à l'heure. Et puisque là, justement, on a un vrai robot, on peut critiquer l'humain à travers le prisme du robot. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il y a le côté humour d'un robot qui doit apprendre à vivre au travers des humains. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se faire repérer, donc du coup il va aller littéralement avoir une vie de spécialiste en robotique au sein de l'AEE, donc je rappelle l'entreprise qui a tué son daron. Au niveau des réflexions philosophiques, clairement on est sur un truc à gros sabots, hein. Littéralement on nous explique tout. Nous vivons dans une société. Voilà, non mais c'est ça, évidemment. C'est Ghost in the Shell, quoi. Non, justement. Non. Alors, oui, de Masamune Shirow, évidemment, mais pas le film. Ah, ok. Je parle au niveau de la lisibilité, c'est vraiment, tout est très évident, mais ça fait toujours plaisir. Parce que parfois, on a quand même besoin de se poser des questions. On sait clair qu'il y a des moments où on a l'impression que c'est un peu cynique. Et au final, c'est un manga qui est, en termes de violence, assez jubilatoire, faut pas se le cacher, froide parfois, loufoque, dans une histoire de SF qui demande à être explorée, exploitée. Et ces 4 premiers tomes en fait permettent de vraiment poser l'histoire pour bien comprendre les bases et avoir le premier grand arc du grand méchant robot. Ouais, on se dirige vers un récit au long cours peut-être. Peut-être. Olivier, tu es familier de l'œuvre de Boichi un peu ou Pas trop, j'avais pas vraiment suivi Sunken Rock. J'ai pas vu Origin, par contre j'ai vu Dr. Stone, voilà, dont il est le dessinateur, mais pas le scénariste. Alors tu as lu ou tu as vu? Parce que l'animé arrive. J'ai pas vu l'animé, il est pas encore fait, donc ça sera difficile de le voir maintenant. Au mois de juillet. Au mois de juillet, oui, et je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Moi de même, écoute, toi Pierre, Boichi. Comme j'ai dit, pour moi Boichi c'est que Dr. Stone, et encore il avait pas écrit, donc je suis pas familier avec tout ce qu'il a fait dans Sunken Rock. T'es pas familier avec l'auteur, t'es familier avec l'illustrateur. Okay. Enfin, même si j'ai pu en voir des images, bien sûr on m'a montré, et je sais pas si ça serait mon genre de délire, mais pourquoi pas tenter un de ces 4. Et graphiquement c'est vrai que ça en jette, et c'est vrai que je me souviens quand je travaillais à Animeland, Sunken Rock ça faisait partie des séries où on savait que si tu voulais faire un poster avec ça, t'avais vraiment quelque chose qui claquait visuellement. C'est vraiment un dieu du dessin. Oui. Alors, dernière question de The Maniac. En quoi ça diffère des autres productions avec des synthétiques ou des cyborgs ? Rapidement. Alors rapidement, c'est que là, on va vraiment avoir le côté vie. Enfin, c'est un peu extrapoler mais vie de tous les jours du robot, parce qu'en fait à chaque fois qu'il a au début je parle, je sais pas ce qui va se passer à la fin, mais pour l'instant par exemple après un combat il est en miettes et il faut pas qu'il se fasse repérer, donc il va devoir trouver de l'argent, parce qu'en fait c'est un robot qui est fauché, donc comme il est fauché il doit travailler, il doit trouver des moyens de se réparer, etc. Donc il y a toute cette thématique là qui apparaît, il y a l'histoire de marché noir,
auquel il participe, qui aura un effet sur on va dire la quête principale du héros. Donc voilà. Donc c'est récit à tiroir, on va dire. Voilà, il y a plusieurs échelles, effectivement. C'est un manga tranche de vie, quoi. Allez, on revient à tranche de vie. Attention, on a posé une base tout à l'heure. Là. Très bien, on brûle les étapes, les avis. Pierre, tu gardes la parole. On va passer à ton film. Il me semble que c'est un film avec une mise en scène incroyable. Ah bah là, tu peux pas savoir à quel point je suis content d'en parler. Une mise en scène incroyable, des couleurs qui pètent à l'écran, des acteurs au sommet et des jeux de regard intenses, le tout dans un splendide cadre musical. Là, je peux te le garantir, notre film du jour, c'est un chef-d'œuvre. Mais vraiment, c'est un classique instantané. On y suit Andrew qui rejoint l'orchestre de Fletcher en tant que batteur. Tu me parles de Whiplash là? T'es sûr? Bah ouais, Andrew Fletcher, je sais pas, hein, c'est... Merde, attends. Ouais, merde, attends. Oui, c'était Whiplash, attends, désolé. Oh là là. Je recommence, ouais. Donc, Lise et l'oiseau bleu. Oui, attends. Une mise en scène incroyable, des couleurs qui pètent à l'écran, des actrices au sommet et des jeux de regard tout en sensibilité, le tout dans un splendide cadre musical. Lise et l'oiseau bleu est déjà le 4e long métrage de Naoko Yamada, âgé de 34 ans au sein du studio Kyoto Animation. Spin-off de la série Sound Euphonium dont elle n'a été que productrice, on y suit Misore et Nozomi, 2 amis de longue date jouant dans l'orchestre de leur lycée. Alors que leur vie de lycéenne s'apprête à toucher à leur fin, celles-ci doivent décider de leur avenir qui va très probablement les séparer. Mais les sentiments que Misore ressent vis-à-vis de Nozomi rendent ces futures séparations très compliquées. Alors avec son précédent long métrage, Naoko Yamada asseyait déjà son style, son identité dans sa réalisation. Est-ce que elle pousse le potard encore plus loin dans ce film-là? Si vous avez aimé ces moments de flottement dans Silent Voice, je sais pas si vous vous souvenez, vers le 2e tiers, le film il va sur les plans fixes et vraiment une ambiance vraiment assez reposante, tout ça. Lise et l'oiseau bleu, c'est ça tout le temps pendant je sais pas 1h30 ou 2 heures. Il dure 1h30 le film. 1h30, ouais. C'est ça pendant 1h30. C'est du Naoko Yamada porn en gros. Usant d'un trait plus fin, de lumière vive et de couleurs plus atténuées que dans la série Sound Euphonium, le film dispose d'une légèreté, d'une douceur qui donne l'impression un peu de vivre dans un rêve ou même dans un conte de fées. Un conte de fées comme celui de Lise et l'oiseau bleu qui est mis en abîme dans le film et qui raconte l'histoire des héroïnes de façon symbolique. Donc ces passages du film où le style change radicalement sont clairement les plus beaux parce qu'on a des décors peints à l'aquarelle et des couleurs surtout qui explosent à l'écran. Je sais pas ce que tu en as pensé, Karel. Le orange et le bleu sont très très forts effectivement. Non, mais c'est très joli. C'est très joli. Du coup, on se retrouve avec un film qui prône plutôt le show don't tell et j'irais même plus loin en disant qu'il prône le listen don't tell parce que la musique est un vecteur d'émotion et de narration très très important dans Lise et l'oiseau bleu. On ne communique pas avec des mots mais avec des notes. Un son très doux, ça évoque par exemple le caractère très discret de Misore, tandis qu'un son plus énergique, ça évoquera plutôt le tempérament de Nozomi qui est très extraverti, qui parle beaucoup, quoi. Donc mention spéciale également aux musiques de Kensuke Ushio qui a été très impliqué dans le développement du film puisqu'il a pensé les musiques avant que le storyboard du film ne soit élaboré. Donc du visual au sound design, vraiment le film cherche à envelopper le spectateur dans son univers, vraiment tout en douceur et en légèreté. C'est quelque chose de très très agréable. D'ailleurs, le film ne sort jamais de l'école, vraiment. On reste dans cette capsule du début à la fin. Il y a, par exemple, à un moment dans le film, les personnages vont à la piscine, mais on ne voit jamais. Ça sera finalement que évoqué dans le film et il montre la photo sur un téléphone, mais on ne verra jamais cette scène dans la piscine. On reste dans l'école du début à la fin. Donc on est dans un cadre assez fermé, mais en même temps ancré dans le quotidien. Est-ce que c'est-à-dire que le film parle à tout le monde? Alors attention, stylistiquement, on est quand même sur quelque chose de plus personnel que Sound Euphonium. Je te cache pas que dans l'absolu, tu pourrais faire tenir l'intrigue dans 30 minutes tout au plus. Ça, vraiment, si tu devais prendre des raccourcis, c'est le temps. Si tu résumes le film à ses dialogues, oui, mais on parle d'un film. Ouais, c'est ça. Et du coup, à cette légèreté évoquée plus tôt, se joint la lenteur. Et là, ça y va. T'as des plans fixes, des détours, des regards qui en disent long. Le film, d'ailleurs, s'intéresse que à l'arc de ces 2 personnages principaux et finalement, les autres personnages sont assez en retrait. Et ce qui laisse l'impression au final que le film ne raconte pas grand chose. Alors c'est absolument faux, mais c'est vrai qu'on peut rester sur le côté à se dire mais en fait ça raconte rien, quoi. Elle me dit, ça allait même au point que par exemple quand j'avais vu le film à Annecy l'année dernière, à côté de moi il y avait une mère qui accompagnait ses enfants et qui est sortie de la salle, qui a fait sortir ses enfants de la salle parce qu'il s'ennuyait trop, quoi. C'est un film très lent. Faut y aller, faut y aller en ayant conscience de ça. Vous retrouverez pas l'intensité de Whiplash ou quoi que ce soit. C'est un film qui se base sur sa sensibilité et sa douceur, quoi. Du coup, si vous acceptez de vous laisser porter par l'univers, et que vous prenez surtout ce film
film comme une expérience et que c'est les amoureux de ces deux lycéennes vous touchent un minimum, bien c'est un film hautement recommandable. Très très bien, on rappelle que ça sort la semaine prochaine, édité par Eurozoom, distribué par Eurozoom, c'est important, la terminologie est très importante. Voilà, merci beaucoup Pierre pour ta critique. Alors tu as vu Lise et l'oiseau bleu pour le coup, à Annecy l'année dernière. Pour compléter ce que tu dis, c'est vrai qu'il faut prévenir les gens, on a laissé les gens sur le souvenir du dernier film de Naoko Yamada qui était Silent Voice, avec une histoire très très forte où il y avait deux grandes thématiques, le handicap, l'hikikomori, l'Ijime, pardon. Et du coup, déjà, c'était un film qui était très dense. Je trouvais d'ailleurs, même moi, qu'il y avait un peu trop de choses mis dans ce film. Fallait en faire deux à la base. Là, c'est un peu le grand écart, comme tu le dis. L'histoire peut être résumée de façon courte, mais il y a des tas de films géniaux où tu peux aussi résumer l'histoire comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose déjà de plus léger, de plus posé, mais où on retrouve effectivement le talent de la mise en scène de la réalisatrice. Juste une petite précision, tu as dit qu'elle était productrice sur Son of Euphonium, donc la série dont c'est un spin-off. En réalité, elle était quand même plus impliquée. En fait, elle s'occupait de toute la supervision artistique de la série. Donc elle est quand même à l'origine de la série. Elle n'a pas travaillé dessus. Elle a réalisé le premier et le dernier épisode et je crois un ou deux autres épisodes. Encore un peu moins sur la deuxième saison car elle était en train de faire Silent Voice, mais elle était quand même suffisamment impliquée dans Son of Euphonium pour ne pas arriver comme ça dessus et faire ce film de manière extérieure. Toujours se méfier de ma liste. Surtout sur Gintama. Seb ? Écoute, moi Naoko Yamada, c'est une réalisatrice que j'adore. Vraiment, la seule chose que je peux dire, c'est que j'attends vraiment beaucoup de ce film et j'espère avoir les yeux régalés par son style. Voilà. C'est vraiment assez incroyable comme film pour avoir eu la chance de le voir. Disons que c'est un film sur la frustration et du coup le film au début peut déconcerter parce qu'effectivement il ne se livre pas, il lâche pas les chevaux et en revanche quand ça part, quand le personnage trouve la juste note pour s'adresser aux autres et pour consommer la relation avec l'autre, c'est splendide. Je ne vous spoil pas ce qui se passe, mais c'est un film sur la synesthésie. Il faut vraiment le prendre comme une expérience synesthétique, même ne serait-ce que un truc qui m'avait choqué. Rien n'est laissé au hasard. Je suis persuadé qu'en termes de montage, si tu lis le montage en termes de solfège, ça dit un truc. J'en suis sûr et certain. De toute façon, le montage, c'est comme une partition de musique de toute façon. Mais c'est-à-dire qu'on parle de Kensuke Ushio qui a plié des feuilles en deux avec de la peinture pour faire les partitions des notes, enfin des partitions des musiques ambiantes, des trucs comme ça. Il s'est baladé dans une école en captant des sons, en tapant sur des vitres, etc. Donc c'est vraiment ultra total comme expérience. Et juste petit point, regardez bien le fait que Misore a des chaussettes blanches et Nozomi a des chaussettes noires, et prêtez bien attention au jeu des lumières pendant le film sur la couleur que ces chaussettes pourraient avoir, surtout à la fin. Voilà. C'est peut-être là que se joue l'un des sens du film. Les notes blanches et les notes noires ne correspondront pas à la même temporalité, par exemple. Voilà, c'est tout pour moi. Ah non mais non, ce film je veux le revoir et voilà, enfin, j'irai le retrouver en salle la semaine prochaine. Je suis très content que ce film sorte en France et je suis très content que soutenez-le. Oui. Soutenez-le, surtout qu'en plus c'est un film qui ne cherche pas à être le nouveau Miyazaki, donc allez-y, foncez. C'est tout pour les critiques de cette semaine. On va s'écouter du coup avant d'aborder le grand sujet de la semaine, Kyoto Animation. On va s'écouter Imaginary Enoz featuring Haruhi, le morceau God Knows sur la bande son de La Mélancolie de Haruhi Suzumiya. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD pixels et pas de gif animé à ma gauche. Si, c'est bon, ok. Modérément cette fois-ci. Très bien. Tout va bien, Seb, tout va bien, Olivier ? Oui. Très bien. Très bien, tu as apprécié cette pause musicale ? Oui. Ça tombe bien parce qu'on va en parler pendant 40 minutes. C'est parti pour le grand sujet de la semaine. Eh bien, on va parler de Kyoto Animation. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors Kyoto Animation, c'est une histoire qui commence beaucoup plus tôt qu'on ne le croit parce qu'on a Haruhi en 2006, mais le studio est né en 81. Oui. Le couple Yoko Hata, ancienne de Mushi Prod, Tatsunoko et Sunrise, qui retourne chez son mari Hideaki Hata à Uji, dans les environs de Kyoto justement, et ils décident de fonder leur petit studio, Kyoto Anime Studio, qui s'établit légalement en 85 pour faire ensuite de l'assistance, de la sous-traitance, sur des très gros projets, notamment Akira. Par exemple, oui, ça a été Tenchi Muyo, ça a été Inuyasha, je crois. Inuyasha, ouais. Intervalle sur Cowboy Bebop aussi. Ça, ouais. Naoko Yamada a travaillé sur Inuyasha. Plein de projets pendant une bonne vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'il décide
dans les années 2000 de changer de cap. Ils avaient déjà ouvert une autre structure j'ai plus le nom exact. Animation Do en quelle année déjà? Asiado. Asiado aujourd'hui c'est Asiado, oui. C'est en 99 je crois. Ouais, en 99, ça doit correspondre au moment où ils commencent à faire des coproductions avec Pierrot en 98, etc. Ouais. C'est ça. Donc ce studio est toujours au studio de la sous-traitance pour Kyoto Animation, tandis que la branche principale va se charger de créer des séries animées de A à Z. Jusqu'à aujourd'hui. Alors ça commence par quoi? Ça commence par R, si je dis pas de bêtises. On a un OAV d'abord, Munto. Oui, Olivier. Là j'ai une petite liste. Toute petite. Full Metal Panic Fumofu, en fait c'est leur premier projet. Ils récupèrent la suite de cette série dont la première série avait été produite par Gonzo, mais le début des années 2000 c'est le moment où Gonzo commence à aller moins bien. Alors j'ignore pourquoi c'est eux qui ont récupéré en plus cette licence qui était assez forte, mais il semblerait que ce soit leur première série, leur vraie production principale du studio, où ils deviennent l'animation principale et pas juste un sous-traitant qui aide à faire des choses. Oui, effectivement, même si avant il y avait déjà eu les OAV dont on a parlé. Munto, oui, je crois que c'est ça le vrai premier projet original. Mais effectivement, Fumofu, ça reste, on va dire, leur acte de naissance, entre guillemets. Parce qu'il y a une différence entre faire une OAV de 30 minutes et faire une série télé qui dure, je crois, je sais plus si c'est 12 ou 24 épisodes. 12 ou 24 fois 26 minutes, effectivement, c'est pas le même budget non plus. C'est pas le même public non plus, effectivement. Et apparemment, travail très apprécié parce qu'ils sont repartis sur la deuxième saison. The Second Raid, juste derrière, effectivement. Mais ce qui a achevé, disons, ce qui a défini plutôt leur style, qu'on va définir ensuite, c'est leur collaboration avec Ki sur le studio Ki des Visual Novel. Oui, ils ont collaboré avec Ki. Très bien. Dans leur collaboration avec Ki sur R en 2005 et puis Clannad. Et Clannad avec la After Story aussi. C'est ça. Et Canon aussi. Canon, ça a été toute une ère où ils ont commencé à adapter des visual novels en série avec une qualité de production très impressionnante pour l'époque, même si vraiment ceux qui se démarquaient le plus dans le lot c'était Clannad. Ça a été vraiment toute cette période qui aujourd'hui c'est quelque chose qu'ils ne refont plus du tout en tout cas. Ils s'adaptent toujours des visual novels, mais d'une autre façon. Aujourd'hui, non. Des light novels surtout. Des light novels, ouais. Excuse-moi, des light novels, mais c'est toujours un matériau d'adaptation. Oui, voilà, mais les visual novels, c'est juste pas des visual novels. Voilà, la collaboration avec Kai, c'est fini depuis Clannad. Et ce qui nous amène donc en 2006 avec Haruhi Suzumiya, cette espèce de grand monolithe de l'animation japonaise, monolithe révolutionnaire, on peut le dire. Déjà, dans sa diffusion. On peut le dire, c'était une diffusion qui était faite dans le désordre, si je comprends bien. Volontairement, évidemment. Volontairement. Alors que finalement en France, ça aurait été normal. C'est pas faux, ça. À France Télévisions. Une petite pique là. Et donc du coup, qui avait et qui quand on remet correctement les épisodes a un autre sens. Enfin, ça a toujours le même sens, mais d'une autre façon. C'est un peu comme Pulp Fiction, quoi. Si tu mettais dans l'ordre chronologique, ça a moins d'intérêt. Exactement, ça a moins de sel. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que déjà on a les prémices de ce que font Kyoto Animation, c'est-à-dire repousser les limites techniques, parce que c'est plein de plans de bravoure. On a entendu God Knows, notamment le concert, scène cultissime, extraordinaire. Je veux dire, en termes d'animation, on le regarde encore aujourd'hui, ça me met toujours sur le cul. Une utilisation très très impressionnante de la rotoscopie. Et d'ailleurs, ça fait partie de leur motto. Ils ont quatre phrases qui sont toujours relever les défis, donner le meilleur de soi, produire l'animation dont les gens ont besoin et devenir le roi des pirates. Eh bien écoute, c'est totalement le contraire, c'est être une société humaine. C'est ça. On reviendra justement sur cette dernière phrase. Mais effectivement, parlons d'abord de la finition technique de ces animés qui sont absolument bouleversants visuellement déjà. Oui, effectivement. Je ne sais pas si tu vois à peu près l'étape du compositing, mais on voit littéralement que au sein de ce studio, c'est une étape qui a vraiment pris de l'importance au fur et à mesure du temps, notamment avec tous les filtres qu'on voit.
Je veux dire, aujourd'hui, si tu veux parodier KyoAni, tu mets des filtres de partout, ultra étincelants. Après, Shinkai est arrivé entre-temps quand même. Oui, mais il y a ça, il y a aussi cette finesse dans le trait qui est très, très particulière de KyoAni, mais aussi cette générosité dans l'animation. Il y a très rarement des plans complètement fixes dans un anime KyoAni. Généralement, même quand c'est un dialogue très simple, n'importe quel studio à côté ferait juste des mouvements de la bouche comme ça. Alors que chez KyoAni, tu as toujours quand même une volonté d'avoir un petit mouvement pour donner un peu de vie ou du body language au personnage pour privilégier justement le mouvement au dialogue. Ça bouge absolument tout le temps. On peut dire que c'est l'anti-shaft. C'est même raffiné. L'anti-animation limitée de Tezuka. Oui. Olivier En fait, pour dire un petit peu différemment, dans les années 80, il y a plusieurs studios l'animation a toujours été limitée, c'est la base de l'animation japonaise et c'est de la compenser par d'autres choses. Mais dans les années 80, il y avait quand même des studios, on a cité Madhouse par exemple, qui justement, même s'ils faisaient des productions télé, le studio Pierrot aussi, qui de temps en temps, il y avait des animateurs et des gens qui étaient prêts à donner de leur temps ou en tout cas se surpasser pour, malgré les contraintes budgétaires et le fait de faire une animation hyper limitée pour la télé, arriver à nous offrir des fois des super séquences, même dans des productions assez anodines. Et ça, ces grands studios, c'est quelque chose qui va se perdre au début des années 2000. Le passage au numérique, la fin aussi d'une génération d'animateurs qui commencent à partir à la retraite ou à être remplacés, c'est quelque chose qui se perd justement dans tous ces grands studios mythiques. Et là où arrive KyoAni, c'est que je pense c'est lié justement à ce qu'on a dit au début, ce côté rester un studio humain, un studio à petite taille. Finalement, c'est quoi mais tout en acceptant les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ils font pas des choses à l'ancienne, mais ils utilisent les techniques d'aujourd'hui pour apporter quelque chose de différent et quitte à se surpasser. Et c'est lié effectivement, je pense, à la petite taille du studio. Et pour moi, c'est un studio qui reste artisanal, mais dans ce sens un peu noble du terme, et qui arrive à pallier une commande malgré tout assez commercial. Produire une série télé, ça coûte très cher et c'est pas juste de la création. On est moins libre qu'au cinéma, par exemple, mais ils arrivent quand même à insuffler dans leur production ce côté un petit peu humain et personnel des animateurs. Et tout ça toujours en cernant bien le public auquel il s'adresse. Oui, justement, à qui est-ce qu'il s'adresse ? Parce qu'on peut dire que Haruhi Suzumiya, c'est révolutionnaire, c'est un personnage féminin assez iconique à un moment où on est en plein milieu de, je sais pas, Eureka Seven, il y a Gurren Lagann qui sort. Gurren Lagann l'année d'après. Oui. L'année d'après, donc effectivement c'est après, mais on est quand même dans un écosystème très shonen pour le coup, et voir ce personnage arriver et qui pose des icônes comme par exemple la danse dans le générique de fin et qui a été reprise par tous les cosplayers du monde après. Disons un côté beaucoup plus ancré dans le quotidien et peut-être plus dans sublimer le dérisoire. En fait, sublimer la trivialité en fait. C'est mixer du slice of life avec de la fantasy. Mais faire ça, Rumiko Takahashi le faisait déjà en quelque sorte avec du Ranma 1/2 ou du Lamu justement, un truc assez rigolo, c'est que Kyoto Animation a fait de la sous-traitance sur Inuyasha. On peut penser du coup que cette expérience-là, mais du coup ça a été relancer cette dynamique de mixer de la tranche de vie avec des éléments paranormaux qui font un peu le sel de la Japanimation. Oui, la tranche de vie, c'est vrai qu'il y a c'est tout un pan d'une culture. Ce qui va être intéressant, c'est que eux, je trouve qu'ils vont le traiter différemment de ce qui est fait. Je dirais que la tranche de vie classiquement on s'intéressera vraiment à juste des événements dans un lycée. Là il va y avoir souvent un vrai objectif, une quête très souvent. Je veux dire, c'est pas simplement dans beaucoup d'animés de tranche de vie, il n'y a pas finalement du début à la fin. Il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien qui s'est écoulé. Ils ont peut-être grandi d'une année, mais c'est tout. Il n'y a pas eu un objectif final ou des choses comme ça. Là, par exemple, le catalogue de KyoAni a quand même ses ratés sur ce terrain-là. Mais... Il a ses ratés, effectivement, on en reparlera. Mais typiquement, tu regardes Hibiki Euphonium, c'est de la tranche de vie, mais pourtant, il y a des objectifs finaux.
même Hyuka, il y a un objectif. Bon, faut pas trop dire lequel parce que sinon ça spoil un peu aussi le sel de la série. Mais il est plus personnel, on va dire, cet objectif. Tu vois. Donc après, effectivement, c'est toujours essayer de faire comprendre au spectateur que le sublime est dans ce qui est trivial et que c'est de ces petits instants gratuits que va naître, disons, le potentiel des personnages pour se développer. Hyuka est en meilleur exemple. Peut-être qu'on en reparlera plus en détail au moment de mentionner quel est notre animé préféré. Je ne sais pas. Mais tu posais la question tout à l'heure, effectivement, de savoir finalement à qui s'adresse KyoAni, Olivier. Alors, en fait, les séries de KyoAni, elles sont assez ciblées parce qu'en fait, elles s'adressent toujours à peu près au même public. Ce sont des séries niches, en fait. Ça, c'est quelque chose qui émerge au début des années 2000 au Japon. On n'est absolument pas dans des séries très grand public comme One Piece, comme Détective Conan, des choses qui passent sur des grandes chaînes à télé. Ce sont des séries qui sont diffusées tard le soir, qui s'adressent avant tout à des fans d'animation, à des otaku. Mais encore une fois, la spécificité de KyoAni, donc eux, ils se sont vraiment ils ont pris cette brèche-là et leurs séries sont ciblées pour ce public-là. Le mauvais côté, ça pourrait être des séries qu'on pourrait dire uniquement fanservice, voire un peu ecchi, un peu coquine. Mais justement, la subtilité de KyoAni, c'est qu'ils le font bien avec beaucoup de subtilité, ce que ne font pas bon nombre d'autres séries qui sont dans ce registre-là et qui représentent une grosse partie d'animation japonaise aujourd'hui. Voilà, eux, ils ont trouvé une manière d'aborder tout ça avec une qualité d'animation, mais aussi avec un traitement qui est subtil et qui fait qu'on bascule parfois, mais pas forcément très souvent, dans le côté un petit peu extrême de ces séries, soit moe, soit fanservice. Effectivement, disons que c'est les figurines, mais sans les Dakimakura, quoi. C'est ça. Voilà. J'essaie de trouver le point d'équilibre. Le meilleur résumé, quoi. Expliquez quand même pour les gens qui savent pas ce que c'est qu'un Dakimakura. Alors, c'est un traversin avec une image de personnage dessus. Voilà. Et ça a une connotation assez négative en dehors. Cherchez les vêtements dessus. Voilà. Vous les trouvez en pas. dehors d'un cercle de personnes connaisseuses. Effectivement, mais du coup, est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a pas mal de détracteurs à KyoAni, on peut peut-être finir la première partie là-dessus, mais est-ce que le moe, est-ce que KyoAni est finalement pas orienter l'industrie de l'animation vers justement un truc un peu plus bas du front qui flatte un peu les bas instincts du spectateur de ce côté-là? Je pense pas à KyoAni, mais disons les gens qui ont peut-être essayé de reproduire la recette de KyoAni. Bah, il me semble, quel était le réalisateur au début de Lucky Star qui a été viré, qui a ensuite fait Kanagi. Là, bref, peu importe, je me souviens plus de son nom, je l'avais noté. Mais après, il a retourné sa veste. Yamamoto, mais je me souviens plus de son prénom. Kan Yamamoto, non? Yutaka voilà. Yamamoto. Yutaka Yamamoto. Et donc du coup, qui lui, a été jarté au bout du 8e épisode, je crois, de Lucky Star, et qui d'ailleurs a fait ensuite donc du coup Kanagi, et pareil, ça c'est du méga moe, sans intérêt. Je l'ai vu cette série pour pouvoir en parler, mais clairement, d'ailleurs en plus ce qui est assez étonnant, c'est que le car design fait très KyoAni. En même temps, si t'as l'expérience de là-bas, je pense t'en sors pas. Bien sûr, non, mais t'en sors pas indemne. T'as pas les mains vides, quoi. D'autant qu'ils pas les mains vides, justement parce qu'ils savent former leurs équipes. On en reparlera plutôt dans la deuxième moitié du débat si vous le souhaitez bien. Du coup, on peut carrément couper court à la première moitié du débat et se lancer dans la deuxième si vous voulez. Comme tu veux. Ou sinon, écoutez les amis, il est moins 4, donc écoutez, on va s'écouter, je pense, la pause musicale, n'est-ce pas? Alors, parce que je fais ce que je veux, on va s'écouter Free, n'est-ce pas? On va s'écouter Style 5, Splash Free, ending de Free, à tout de suite. De retour dans Hyperlink avec Pierre qui fait n'importe quoi. Quelle danse. On va pas y arriver. Tant que ce n'est pas en maillot de bain. Alors, ne lui donne pas des idées. Où est-ce aller chercher là? Oui, on a un tablier en studio peut-être, je sais pas. Donc tu avais mentionné Seb avant la pause la formation des internes de KyoAni, et bon, je pense que c'est une bonne introduction pour la deuxième moitié de débat. Oui, effectivement. Lançons-nous sur l'école KyoAni, parce que KyoAni. Voilà, KyoAni a sa propre formation en fait, et ce qui est vraiment très intelligent, parce que dans cette formation, elle forme les animateurs à la méthode de travail du studio. C'est quand même assez intéressant pour recruter les gens juste après et avoir des animateurs qui sont déjà très efficaces. Elle crée un environnement créatif favorable.
C'est-à-dire qu'elle ne veut pas, l'école entre guillemets, ne veut pas rendre l'animation rébarbative, même s'il pose des bases théoriques et des bases techniques très importantes. Il se débrouille toujours pour que l'animation soit entre guillemets, alors j'ai noté, soit une expérience amusante entre guillemets, que les animateurs prennent plaisir à travailler. Et ça c'est quand même assez, ça c'est pas étrange en soi, mais c'est vrai que c'est assez original comme manière d'aborder les choses, parce que effectivement, oui, si tu donnes à un animateur envie de bosser en le rendant heureux, il va mieux bosser, quoi. Tu lui laisses pas s'inquiéter de comment il va finir ses fins de mois. Non mais c'est exactement ça. Et dernière chose, cette école permet d'avoir en même temps l'expérience pratique d'un studio, ce qui est quand même assez important, quoi, de pouvoir rentrer, alors que ce soit à KyoAni ou dans d'autres studios, en ayant déjà eu une expérience pratique un peu comme nos stages qu'on a chez nous, quoi, finalement. Et c'est assez intéressant, effectivement, c'est que les conditions de travail dans l'animation japonaise sont, on les qualifiera avec beaucoup de pincettes de sacrificielles, n'est-ce pas, j'ai envie de dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que KyoAni fait un peu figure à la fois de bon élève, et en même temps, c'est pas du tout le modèle habituel des studios d'animation japonaise. C'est-à-dire qu'ils font rien comme les autres. Ils font rien comme les autres. Déjà, ils sont pas à Tokyo comme tous les autres studios. Ils sont à Kyoto, donc déjà c'est rien, c'est différent. Mais en fait, KyoAni a fait rapidement le choix de la qualité, et au lieu de prendre des freelances, ils ont pris des animateurs qui vont garder avec eux. Nous, on en CDI. Ouais. Voilà, ça, on appellerait ça CDI chez nous. Ouais. C'est pas exactement ça, mais voilà. Et je pense que tu es le meilleur. Comment ça se fait, oui, que le bon élève soit en même temps le mouton noir de l'industrie, quoi. Mouton noir, c'est peut-être un peu exagéré. Alors il y a un autre studio qui travaillait comme ça, c'était le studio Ghibli, qui a un petit peu finalement la même philosophie, puisque c'est ce que Miyazaki et Takahata avaient souhaité dès le départ, de pouvoir conserver les savoir-faire, transmettre ce qu'ils apprenaient et ce qu'ils faisaient au sein du studio Ghibli. Et le studio Ghibli a été aussi, alors ce n'est plus le cas maintenant, puisqu'effectivement la partie studio a fermé, mais c'était aussi le seul studio où les gens étaient salariés pour justement éviter de perdre les gens, qu'ils aillent travailler sur d'autres projets après. Pourquoi Mais je pense que c'est dans la philosophie des fondateurs du studio KyoAni, comme on l'a dit au départ. Ils veulent garder ce studio à une taille humaine. Il fonctionne de manière artisanale. Donc tout ça, ça va ensemble en fait. Je pense qu'ils ont créé cet écosystème. Pourquoi d'autres ne l'ont pas fait ? Probablement parce que il faut avoir les épaules pour. Ils ont eu la chance peut-être aussi de trouver un créneau qui leur a permis d'avoir des succès qui permettent aussi de faire vivre le studio, parce qu'il y a mine de rien, c'était quelque chose qui n'était pas gagné. C'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui ils restent là-dedans, ils évitent de prendre trop de risques ou de faire quelque chose d'insensé qui pourrait mettre en péril le studio. Et puis oui, je pense que c'est un cas unique, mais pour plein de raisons, et qui sont probablement au départ personnels, comme encore une fois sur les dirigeants et les patrons qui permettent de faire ça, et c'est pas tous les autres patrons studio qui peuvent qui j'imagine même s'ils sont sympathiques, on se souvient par exemple de Masao Maruyama qui était le patron et un des fondateurs de Madhouse. Au fil des années il a été éjecté de son propre studio et il en a remonté un autre, le studio Mappa, où là aussi lui il a beaucoup travaillé avec des gens qu'il connaissait, mais même Mappa il a fini aussi par être mis de côté aujourd'hui, donc c'est pas vraiment quelque chose de facile à faire, et je pense qu'effectivement c'est pour ça que cette expérience elle est assez unique, même si ça peut paraître bizarre parce que finalement les résultats sont là, la qualité, c'est pas forcément quelque chose qu'il est facile de reproduire au Japon. Donc, vas-y Seb. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les comités de production et comment eux justement s'incluent dans les comités de production? Alors, le comité de production aujourd'hui c'est un comité qui réunit tous les investisseurs qui permettent de faire la production d'un dessin animé. Autrefois, il y a 40 ans, il suffisait d'une chaîne de télé et d'un studio les studios c'était des grosses machines, c'était des gros studios, et ils pouvaient eux-mêmes produire et financer l'essentiel des productions qu'ils faisaient. Aujourd'hui les studios ils sont plutôt tout petits, encore une fois des studios qui ont des locaux comme Kyoto Animation qui a ses propres locaux, c'est de plus en plus rare, les gens travaillent en
freelance, ils travaillent de chez eux. Merci Internet, c'est très pratique pour ça. Mais du coup, ils sont plus ensemble pour faire les choses. Freelance, c'est payé au dessin. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'avenir d'une série, ou en tout cas l'axe, tout ce qui se décide sur la création d'une série dépend du comité de production, et c'est celui qui met le plus d'argent souvent qui a le plus de poids. Alors malgré tout, étonnamment, Kyoto Animation il fonctionne aussi avec ce système de comité de production. Ils ne financent pas tout seul leur série. Par contre, je pense qu'ils ont réussi à créer un petit écosystème. Par exemple, on va en parler, ils ont fondé leur propre maison d'édition pour éditer eux-mêmes des light novels qui seront la première source de séries, pour créer ensuite des dessins animés. Donc du coup, ils maîtrisent un petit peu la chaîne du début à la fin. Et ça, je pense que ça rassure les autres investisseurs, surtout que maintenant qu'ils ont un système qui est établi avec des succès. On voit bien d'ailleurs, ils travaillent souvent avec les mêmes chaînes de télé, avec les mêmes fabricants de jouets, qui sont aujourd'hui toutes ces entreprises qui vont permettre d'amener l'apport pour financer des séries. Donc je pense que en fait ils ont apporté une sécurité et un petit écosystème qui fonctionne bien et qui rassure, et qui fait que tant que ça marche comme ça, c'est pérennisé. Alors justement, ce qui est assez amusant, tu le disais qu'ils diversifient leurs activités en investissant au milieu de l'édition, et en même temps ils organisent un concours régulièrement, le Kyoto Animation Award, pour récompenser le light novel qui aura l'honneur de se faire adapter en animé cette année. C'est ça. C'est une manière de rechercher des nouveaux talents, et puis effectivement de les garder, comme ça c'est eux qui les éditent, et après c'est eux qui feront l'adaptation animée de leur œuvre, et comme ça, oui, encore une fois, ils maîtrisent pas toute la chaîne, ils font pas des jouets, ils font pas d'autres choses comme ça, mais en tout cas sur la partie créative, ils essayent d'avoir effectivement un maximum de contrôle. C'est le Kyoto Animation Award, je pense que c'est vraiment un bon exemple pour ça. Il y a 3 catégories, pour light novel, évidemment originaux, des mangas et scénarios. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un grand prix qui n'a été obtenu qu'une seule fois depuis 2009, donc depuis la création. C'est Violet Evergarden qui l'a eu. Sinon, c'est que des petits prix en fait. C'est pas des. Ils sont adaptés. Je crois que c'est Chunbyu le premier la light novel qui a été adapté. Mais c'est pas les grands prix en fait. Il y a le grand prix KyoAni, et sinon c'est des prix voilà. Et donc du coup, il a été remporté qu'une fois. C'est Violet Evergarden. Et ce que tu disais effectivement qui était aussi intéressant, c'est pour leur maison d'édition, c'est qu'ils ont là encore fait le choix de la qualité. C'est-à-dire que par exemple, quand ils éditent des artbooks, ils font très attention aux livres et ils font un objet de qualité. Et c'est aussi ça qui leur permet effectivement de financer, d'avoir en tout cas de pérenniser leur série. Ils ont la confiance en fait, plutôt que de dire allez, on labellise tout sous maintenant on a une marque et on va mettre plein de choses. Non, c'est quand ils font, c'est vraiment des coups de cœur, mais c'est ce qui permet encore une fois de conserver cette image et d'avoir la confiance aussi des fans qui savent que quand il y a un KyoAni, quand il y a quelque chose édité par KyoAni, on est un petit peu garanti qu'il y aura cette qualité derrière. Et puis on est sur une approche qualitative, tu le disais, effectivement, il n'y a jamais plus de 3 animés par an qui sortent du studio, alors que la tendance actuelle de l'industrie, c'est plutôt de multiplier les projets. Et aussi c'est un studio qui grandit pas en fait, il reste un peu à leur échelle. Jamais plus de 70 personnes. Voilà. Pierre, pardon. Moi, chose que je voulais aussi noter sur Kyoto Animation, c'est que c'est un studio qui met beaucoup en avant les jeunes talents. Donc il y a cette histoire de Kyoto Animation Awards où il récompense des jeunes auteurs, des jeunes auteurs, mais aussi qui met en avant les talents qui rentrent dans le studio. Et je pense surtout à une personne qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est Naoko Yamada, qui avait commencé en tant qu'intervalliste dans le studio, puis après qui a évolué en tant qu'animatrice clé dans le studio. Elle avait chapeauté tout un épisode de Clannad. Voilà, après elle a commencé à passer plus vers la mise en scène. Elle a commencé animatrice et après storyboard, réaliser un épisode d'une série, et c'est comme ça qu'on grimpe les échelons. Mais du coup, ce qui fait qu'elle est arrivée très jeune dans le studio et qu'à 24 ans, elle chapeaute sa première série qui est C'est très rare, oui. Voilà, c'est ça. C'est un studio qui met en avant vraiment des talents très précoces. On retrouve un peu ce qui se faisait chez Ghibli, puisque le but de studio Ghibli au départ, Miyazaki Takahata ne voulait pas faire accaparer le studio. Ils avaient dès le départ la volonté de lancer des projets pour qu'ensuite des jeunes animateurs du studio puissent aussi exister. Et c'est comme ça qu'est arrivé Hiromasa Yonebayashi qui a fait Arrietty. Voilà. Bon, après c'était plus compliqué parce qu'ils étaient tellement
puissant et imposant que ça a été difficile d'exister pour les autres, ce qui heureusement ne semble pas arriver chez Kyoto Animation. Osoda, voilà, ça c'est pas trop bien passé. On avait fait un numéro consacré à cette question-là sur les nouveaux Miyazaki. Faut-il en finir avec les nouveaux Miyazaki? J'ajouterais juste qu'ils ont encore un espèce d'autre concours. Kyoto, c'est le Kyoto Ani Original Series, je crois que ça s'appelle comme ça, où c'est tous les créatifs du studio qui créent un personnage. Alors selon des 3 thèmes différents, je crois. Il y a les 4 sœurs, les sisters, Kyoani Kids qui serait le thème mignon, doux, rêveur, et Kyoani Boys qui est plus les personnages cool, drôles, voilà. Et tu veux dire que Kyoani excelle dans le kakoi? Dans le kakoi, effectivement. On parlera pas de free, évidemment. Si. et donc du coup, permet justement aux créatifs du studio de créer ces personnages-là et ensuite de les mettre sur le site. Et c'est les fans qui votent. Justement pour élire quel est le meilleur personnage et peut-être l'inclure dans des projets. Donc là encore, on fait confiance aux créatifs, on fait confiance aux gens du studio, parce que ça, par contre là c'est ouvert qu'aux créatifs à l'intérieur du studio. Oui. Et donc du coup voilà, on fait grandir les gens. Un test de popularité à l'échelle de l'animation. C'est ça. Alors j'aimerais qu'on reste un peu sur Naoko Yamada, vu qu'on l'a quand même mentionné. Il faut quand même aller jusqu'au bout du sujet. Naoko Yamada, c'est peut-être la première réalisatrice de long métrage au sein du studio. Peut-être pas dans les faits. Il y a eu la disparition d'Haruhi Suzumiya avant celui de Keion. Mais disons que c'est la première réalisatrice à avoir une renommée internationale au cinéma, dans le cinéma d'animation. On l'a vu avec Silent Voice l'année dernière et avec Liz and the Bluebird cette année. Est-ce que, au final, vu que le parallèle, Olivier, tu le faisais entre Kyoto Animation et Ghibli, est-ce que c'est elle le nouveau Miyazaki? Mais non. Mais non, parce qu'encore une fois, leurs longs métrages comme leurs productions télé ne sont pas des grands publics, des productions grand public. Enfin, ça peut le devenir, mais même Silent Voice, malgré toutes ses qualités, je pense que ça n'aurait jamais pu. D'ailleurs, au Japon, ça pas tellement bien. Enfin, c'est beaucoup long. C'est loin derrière le succès d'un Makoto Shinkai ou d'un Miyazaki. Mais est-ce que son style assez voilà, Pierre, tu as vu Liz and the Bluebird, mais est-ce que justement elle n'a pas une nouvelle proposition stylistique à faire dans le cinéma d'animation, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, quoi? Pas vraiment, je dirais pas que c'est quelque chose qu'on a jamais vu, parce qu'on a déjà tout. Mais c'est vrai qu'elle vient avec une proposition assez intéressante sur vraiment cette mise en avant de la douceur, des plans fixes comme ça, très travaillés comme ça. Je pense que c'est quelque chose que le studio a gagné, vraiment, de mettre en avant un talent comme ça. Limite proposer vraiment une nouvelle identité pour le studio en général, et pas juste à Naoko Yamada. Après, c'est sa manière de faire elle. Alors, plus que l'esthétique de Naoko Yamada, c'était quand même l'esthétique de Kyoani avant tout. Kyoani a développé cette esthétique. Naoko Yamada était dans le studio, mais c'est pas elle qui est à l'origine de ces choix-là. Des canons visuels. Voilà, elle a embrace, elle a pris avec elle ce truc-là, et elle l'a bonifié, c'est sûr. Mais voilà, ça serait difficile de dire que c'est son style à elle. C'est le style d'un studio qu'elle magnifie. Et je pense que là où par contre on va pouvoir reconnaître vraiment on va dire des thématiques, ce sera au niveau de la musique, l'utilisation de la musique qui est vraiment très intéressante. Suffit de voir comment ils ont fonctionné avec Koen no Katachi, donc Silent Voice, où ils ont fait la musique en même temps que le storyboard. C'est-à-dire qu'elle a envoyé un bout de storyboard au musicien, il composait, elle lui a envoyé... Kazuki Ushio. Voilà, c'est ça. Ce qui est rare, parce qu'en général sur un film on fait la musique à la fin. C'est ça, on fait toujours la musique à la fin, une fois que le montage est terminé, pour pas avoir besoin de composer trop, etc. Donc c'est vrai que là, effectivement, même en termes de vision artistique, on est sur un autre level. Non, mais c'est que là, ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit effectivement Kensuke Ushio qui dit moi je veux retravailler avec Naoko Yamada sur d'autres films. Donc peut-être qu'on a un tandem. Ça y est, il va nous faire encore une compagnie. Non, ce n'est pas Miyazaki. Est-ce que c'est le nouveau Joe Hisaishi? Vous avez vu venir des kilomètres. Non, mais du coup, est-ce que justement c'est par le cinéma que Kyoto Animation va peut-être sortir de sa niche très centrée sur le Japon? Ça, c'est possible, oui. Effectivement, on l'a vu avec Silent Voice. Alors, je vais être honnête, au départ, Silent Voice, je pensais que ça n'avait aucune chance au cinéma, et je pensais pas que ça marcherait, ce film. Je vous le dis très honnêtement. Et finalement, après
après avoir vu comment ça a fonctionné, oui, je me rends compte que ça a pu toucher, et pour le coup ça a touché autre chose que juste les fans de KyoAni ou des fans d'animation japonaise. C'est vrai que donc, le sujet touche tout le monde, quoi. Voilà, et même Lise, je pense que quand on voit que le cinéma japonais en prise de vue réelle, il y a des films qui ont un certain succès. Alors il faut relativiser, hein, on compare pas à Marvel ou à d'autres choses. Voilà, mais non, mais des films plus posés ou qui ont un certain, qui intéressent les fans de cinéma asiatique. Oui, ça peut tout à fait s'inscrire dans ce type de film, ancré dans le quotidien. Pour une affaire de famille, typiquement. Voilà. Une personne qui regarde une affaire de famille, je pense, pourrait être tentée par Naoko Yamada. Naomi Kawase. Non, c'est non, c'est pas que si c'est Kawase. Pareil, en tout cas, oui, voilà, du cinéma de Naomi Kawase, oui, c'est tout à fait le genre de chose. C'est un petit peu le pendant en animation. Donc oui, il y a du potentiel. Ça sera jamais quelque chose de très très grand public, en tout cas tant que ça reste dans ce registre-là. Mais ça peut intéresser, ça peut sortir justement. Et à l'inverse, les productions télé de KyoAni, ça, je pense que ça aurait du mal à être diffusé sur des grandes chaînes ou en tout cas intéresser un public plus large. À moins que Free un jour. Non, j'arrête. Non, mais du coup, on va rester sur la question de l'internationalisation, pardon, parce qu'il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, mais qui a son importance dans l'évolution de la réception de Kyoto Animation hors du Japon. C'est Netflix, mine de rien. Alors, histoire de clarifier tout de suite, Violet Evergarden n'est pas un Netflix original. Oui. En fait, ils appellent Netflix Original les séries dont ils ont l'exclusivité et qu'on ne verra pas ailleurs pendant un certain temps. Mais ça ne veut pas forcément dire sous ce label que c'est eux qui ont créé et qu'ils sont à l'origine du projet. The Seven Deadly Sins, c'est aussi estampillé Netflix Original, et on sait tous que c'est un manga et que le dessin animé, il a existé au Japon aussi, et qu'il aurait existé sans Netflix aussi. Voilà. Et je pense, alors je ne sais pas de quelle manière c'est négocié Violet Evergarden, mais pour moi, il est clair que ce projet, même sans Netflix, il aurait quand même vu le jour sous une forme ou sous une autre. En fait, c'est un achat qu'a fait Netflix. Oui, c'est une acquisition exclusive. C'est ça. Acquisition, alors il me semble que dans le streaming, ça se fait plutôt d'avance, de faire un devis, de dire je te le prends pourtant à la fin de la production, plutôt que de financer en amont comme le ferait une chaîne de télévision. Exactement. Ça se fait à la fin. Oui. Donc du coup, Netflix juge sur pièce et estime si ça vaut le coup d'être diffusé ou pas. Mais mine de rien, est-ce que l'arrivée de Netflix peut fixer un précédent sur d'autres projets que Kyo Animation? Alors, si je me trompe pas, il y a déjà d'autres acteurs qui se placent en amont de certaines séries. Je sais pas si Crunchyroll se place déjà en amont sur certaines séries. Nous, on n'a pas coproduit. On coproduit des séries avec le Japon, mais en tout cas, on n'a pas coproduit avec KyoAni. Oui, mais par contre, on a acquis, Free, voilà, c'est chez nous. Sune Euphonium, les deux séries. Il y a eu Miss Kobayashi aussi, Dragon's Maid. Oh là là, c'était bien ça. Qu'on avait. Et puis Phantom World, Myriad Color Phantom World aussi, ça c'est quelque chose qu'on a vu. Effectivement, donc c'est pour ça, mais tu me confirmes qu'il y a quand même parfois de la coproduction. Alors parfois on coproduit, mais encore une fois pas pour l'instant avec KyoAni. Ouais. Mais en tout cas, je sais que oui, les séries KyoAni, c'est toujours des choses qu'on regarde. Enfin, j'ai envie de dire, on aurait presque envie de les acheter les yeux fermés, parce que c'est typiquement en plus le public Crunchyroll. C'est des séries qui sont très appréciées, donc oui, on les remporte pas forcément tout le temps. Mais en tout cas, oui, c'est des choses qu'on surveille toujours de très près, et c'est quasi systématiquement. Effectivement, Free et Euphonium en physique, et puis tout le reste sur Crunchyroll, c'est ça? Oui, exactement. Mais du coup, bon, là, on va sortir un petit peu de Kyo Animation, mais j'en profite de ta présence pour te poser la question. Le nerf de la guerre pour Crunchyroll, ça va être de se positionner dans les comités de production, du coup. C'est déjà ce qu'on fait depuis plusieurs années, et effectivement c'est une manière de résister face à l'ogre Netflix qui effectivement investit massivement et qui prend des très belles séries. Donc voilà, nous aussi aujourd'hui en investissant dans le comité de production, on est sûr après d'avoir les droits au moment où la série sera finie, donc c'est une manière de participer au financement de la série. Il y a des projets qui se lancent et qui n'auraient peut-être pas vu le jour si Crunchyroll avait participé, parce qu'il arrive des fois qu'on soit même le deuxième plus gros investisseur au Japon de certaines séries. Et voilà, c'est bien une manière. Après, on peut pas investir dans tout, et il y aura toujours une part de séries qui seront juste disponibles en acquisition, et là après c'est une question d'offre, chacun qui est prêt à mettre quoi. De toute façon,
Netflix ou d'autres ne peuvent pas tout prendre non plus, ce n'est pas leur but, ils n'ont pas vocation à diffuser 30 séries en simulcast. Alors il est 18h20, je propose qu'on passe maintenant à nos séries préférées ou pas de Kyoto Animation. Pitchons-les rapidement, hein. Vas-y Seb, je te vois rigoler, lance-toi. J'en ai une qui est impitchable, oula, j'en oublie le nom quand même. C'est Free. Ça commence par N. Nichijou. Voilà. Nichijou, ouais. Qui est difficilement pitchable. C'est plus des sketchs, des pastilles, hein. des enseignements de pastilles on va dire dans un environnement de collégiennes qui vivent leur vie complètement tarée avec comment on pourrait dire, il y a une scientifique qui a 6 ans, il y a qui construit un robot qui tente d'aller à l'école et de vivre comme les autres. Enfin, je veux dire, t'as une personne qui utilise tout le temps des armes de malade, un gars qui monte une chèvre pour aller à l'école. Enfin, je sais pas, c'est complètement hallucinant. Il y a le principal qui fait un German suplex et un cerf aussi. Exactement. Voilà. Mais c'est une série avec des sakuga mais de malade mental. On ne comprend pas pourquoi, mais elles sont là et avec un humour. Mais moi j'ai trouvé ça tordant. Après, c'est vraiment absurde. Faut savoir que c'est un humour très spécifique qui plaira pas à tout le monde. Je crois que t'as une interprétation. C'est très proche du Eric André Show dans la logique de montage. Exactement. En moins violent, évidemment. Quoique. En plus respectueux pour la sensibilité du spectateur. Exactement. Mais voilà, c'est génial. Et la deuxième série, je dirais, c'est Hyuka. Hyuka, qui est littéralement l'histoire d'un mec qui veut en faire le moins possible, qui veut vraiment faire le moins possible. C'est il veut économiser son énergie entre guillemets, et il va rencontrer à l'école, je crois que c'est Chitanda Eru, qui qui elle est super curieuse et va l'emmener avec elle dans le club de littérature et résoudre en fait juste des énigmes, mais des petites énigmes du quotidien. C'est vraiment des énigmes débiles, quoi. C'est littéralement ah oui, il y a un panneau qui a disparu sur le tableau de l'école. C'est ça, exactement. Où est-ce qu'il est passé. On va essayer de comprendre qui l'a volé. Qui a volé la savonnette dans les toilettes, quoi. Qui a volé l'orange. Qui a volé l'orange du marchand. Demander sauf que ça va construire quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Et là, pour le coup, sur la narration du quotidien, mais alors mais c'est le summum de ce qu'on peut espérer. Il y a des blagues débiles sur le chat. Mafouba qui nous dit Free, le Kyoani préféré de ma sœur MDR, et qui dit et de Karel, et Thunder King qui dit donc Karel est ta sœur. Voilà, bon bah non, vous savez. Pierre, tes deux préférés. Tes préférés, vas-y. Mon préféré c'est Nichijou, clairement, pas seulement parce que c'est drôle, mais c'est parce que je trouve que c'est la série de Kyoani qui est la plus juste dans le ton et dans les émotions. C'est une série qui arrive vraiment à procurer des émotions avec très peu de choses, avec des scènes du quotidien. Par exemple, il y a une scène qui a rien à voir avec le reste de la série où on voit juste deux adolescents qui sont sous la pluie dans un petit cabanon, en train d'attendre que la pluie passe. Ils se disent rien, et à un moment il y a la fille qui regarde l'autre, qui dit ça dit en cours. On n'a rien vu d'autre de leur histoire, mais juste à partir de ça ils arrivent à construire une petite romance. Ça dure 30 secondes et pourtant ça arrive à créer un truc vraiment, vraiment très très fort, je trouve. Et Nichijou, c'est ça vraiment tout le temps. Je trouve ça super fort. Il y a un passage extraordinaire aussi dans un ascenseur. Oh là là, oui. En termes de montage, alors là il y en a qui devraient apprendre, hein. C'est complètement éclaté, c'est incroyable. Mais c'est assez incroyable parce que Nichijou, c'est pas forcément l'animé le plus celui qui a eu le plus de succès. Alors, c'est pas aussi le plus Kyoani de tous. Ouais. Et c'est jamais sorti en France, en fait. Et en plus, c'est jamais sorti en France. Et ça sortira un jour? C'est compliqué parce que à la fois c'est pas assez vieux et quand même un peu vieux. C'est trop vieux pour les séries récentes, mais pas assez vieux pour être un classique. Donc c'est un peu pour l'instant dans l'entre-deux. Il y a beaucoup de séries de Kyoani qui curieusement ne sont jamais sorties en France. Hyuka est jamais sorti. Lucky Star n'est jamais sorti. Canon, Clannad, tout ça, ce n'est jamais sorti en France. C'est un gros succès en plus. Bah oui, mais c'est une époque où il y avait un petit creux c'est le creux où il y a eu moins de séries qui sont arrivées. Le simulcast n'était pas encore là. Il y a eu un moment de piratage. Et du coup, la télé qui aidait pas non plus. Effectivement. Et Olivier, du côté préféré? Moi j'aime bien Free. Ça renouvelle le genre de la série sportive et avec des enjeux différents des shonen qui sont d'habitude dans ce registre-là. Les échanges dans les personnages, toujours pareil, il se passe pas forcément grand-chose sinon pour une série sportive, mais je trouve que c'est bien amené. Et Sonophonium aussi pour la sensibilité. Je trouve toujours extraordinaire d'arriver
à faire une série sur une fanfare. C'est le truc qui paraît pas sexy au départ, mais voilà, c'est un petit peu comme le film Lise et l'oiseau bleu, peut-être en moins travaillé parce qu'on est dans une production télé, mais voilà, c'est des choses simples, mais c'est bien fait, c'est amené avec justesse, et c'est ce qui me plaît. Le goût des choses simples. Moi, du coup, forcément, Nichijou et Hyoka, on a suffisamment parlé. Hyoka, voilà, c'est peut-être une relecture romantique du personnage de Sherlock Holmes. Finalement, c'est plutôt assez rigolo. Puis ça dit énormément de choses. Et puis tout l'arc du festival est incroyable. Ouais. Il y a un épisode avec un film. Où il monte un film. C'est en termes de leçons de montage d'épisodes, c'est Rashomon en 20 minutes, c'est fou. c'est vraiment dingue. L'énigme dans le château là, dans l'espèce de quand ils vont faire l'énigme là, quand ils doivent, bref. Ouais, et puis Free, pour toutes les raisons que tu as données, pour moi c'est ce à quoi aurait dû ressembler l'adaptation animée de Achille 21. J'ai pas peur de le dire. Carrément. Vous aimez tous Free, si vous voulez qu'on aille le haut, là c'est allez, non, mais c'est-à-dire qu'effectivement tu as mis le doigt dessus, c'est-à-dire que les bonnes séries de sport, c'est les séries où il se passe le plus de choses en dehors des matchs en fait, où c'est pas. Toi t'es plus troisième mi-temps en fait. Voilà. Disons oui, la petite binouse après l'effort, le réconfort, tout à fait. Je rebondirai pas plus que ça, mais effectivement dans Free, grand animé. Surtout ce que j'aime beaucoup dans Free, c'est comment il a réussi à subvertir les attentes des spectateurs du studio. C'est-à-dire qu'à l'époque, on sortait de K-On!, tout le monde était là en mode K-ONI, c'est des groupes de gamines qui papotent toute la journée et qui font pas grand-chose. Et on te sort d'un seul coup 5 mecs musculeux en slibard qui. Là, pour le coup, c'était osé. Effectivement, ça changeait de tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. C'était une ouverture du public de K-ONI. Et je me souviens, c'était à Japan Expo, parce que l'épisode avait été diffusé juste avant Japan Expo de cette année-là, 2013, si je dis pas de bêtises. Il y avait un cosplayer qui s'est baladé direct avec une tenue que portait le héros dans l'épisode 1, à savoir un maillot de bain plus un tablier par-dessus. Truc absurde. Donc voilà, je sais pas, il doit y avoir des photos. Il y en a qui repoussent toujours le niveau max du cosplay Japan Expo. Mais au jour J en plus, c'est ça qui est incroyable. Non, autre animé de KyoAni que j'aime beaucoup, dont on n'a pas beaucoup parlé 4, aujourd'hui. Là, du coup. Mais on n'arrête pas. Non, mais je fais pas de. Non, c'est pour pas faire de doublon avec vous. Lucky Star. Lucky Star. J'ai jamais réussi à passer le premier épisode. Parce que c'est typiquement, c'est un peu le même comique que Nichijou, tu vois, c'est-à-dire du comique de cringe où t'attends la chute, elle vient pas et t'es là genre, et puis en même temps, toute la scène du cornet au chocolat, c'est toute la série, tout l'humour de la série, c'est un manifeste cette scène. Elle est absolument incroyable. Et après, ça doit jouer aussi par le fait que c'est le premier animé niché que j'ai regardé de ma vie. C'est ultra référencé, donc ne commencez pas par ça. Oui, vraiment. Du coup, non. Est-ce que ça aurait pas mal vieilli du coup En fait, pour répondre à cette question-là, honnêtement, aujourd'hui, si t'as pas les références, c'est très compliqué. En fait, c'est une série qui existe dans un temps. C'est-à-dire qu'au moment où tu la regardes, si elle sort. Une capsule temporelle. Voilà, exactement. C'est. Aujourd'hui, tu l'apprécierais pas de la même façon. Voilà. Je pense que les blagues sur Initial D aujourd'hui, c'est devenu un mème. Les gens vont pas regarder la série. Qui a ressuscité Initial D. Voilà, donc vous avez eu un petit tour d'horizon de nos goûts sur Kyoto Animation. On espère que ça vous aura donné envie de vous pencher sur le travail de ce studio qui, ma foi, en tout cas notre foi, j'espère qu'on partage ça autour du plateau, gagne à être connu en France. Merci Olivier pour tes interventions tout au long de ce débat. Merci pour l'invitation. Mais l'émission n'est pas terminée car c'est l'heure, les amis de Sévir, c'est l'heure du quiz musical. Alors le quiz musical avec des règles sempiternelles, les mêmes règles. Elisa et un nouveau challenger. Voilà, un nouveau challenger arrive. Voilà, donc Elisa qui passe. Coucou. Et qui est dans l'équipe de Pierre, évidemment. Alors, on rappelle les règles. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. L'équipe rouge d'un côté avec donc Pierre et Elisa qui s'installent. Il faut dire quoi? Le chanteur, la série, le générique? La série, l'œuvre dont est tiré le morceau. Il n'y a pas de question de points bonus sur les artistes. C'est quoi? C'est des séries télé américaines, japonaises? C'est des séries, c'est un peu tout. Hein. Franchement, la thématique est un petit peu large. C'est récent, c'est vieux. Et on note.
Non, mais c'est pour cibler. Tu veux avoir absolument tous les indices, hein, c'est incroyable. Non, est-ce que je dois chercher le nom de l'œuvre. Le nom de l'œuvre. Ok. Voilà, et donc de l'autre côté du plateau, on a Pierre qui a mis sa belle casquette. Est-ce qu'on peut avoir un petit plan sur Pierre? Voilà, fantastique. Donc, et de l'autre côté, on disait l'équipe rouge avec Elisa et Pierre. De l'autre côté, équipe bleue avec Olivier et Sébastien. Oui. 1 point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. 5 morceaux. On est parti pour le premier, le thème. D'abord, Inya Kawai Kimai. Ah. Kayon, bien joué Pierre. 1 point pour l'équipe rouge. C'est effectivement l'ending de Kayon, interprété par le groupe Hokago Tea Time. Don't Say Lazy. Est-ce qu'on peut avoir le son un tout petit peu plus fort dans les oreilles pour les musiques animées de KyoAni qui date de 2009, édité en France par Kazé. Voilà, deuxième morceau. Amtaro, bien vu. Sérieux? C'est Kawaii. Ah oui, pas reconnu. C'est Kawaii, donc c'est Kawaii et c'est le générique de fin ou c'est Echi. C'est le générique de fin, ouais. Ah, c'est pour ça que tu connais pas tous les doubles sens d'Amtaro? Attends, c'est une série ultra sexuelle, Amtaro. Oui, je crois qu'il mate la petite fille depuis sa cage, non? Ah non, mais c'est un truc comme ça. C'est tout l'épisode où il dit où t'as le mec qui fait en mode téléphone rose avec Amtaro qui fait oui, je suis nu, je n'ai pas d'habits, j'ai des poils, tout ça, et c'est hallucinant. Hein. Amtaro, c'est hallucinant, ouais. T'es en train de me dire que c'est le Titeuf japonais, très bien. Direct. Donc 1 partout, on rappelle. Donc Amtaro, c'est le générique de fin, réécrit par David Iris pour la version française, interprété par Patricia Legrand et Claire Guyot, animé de 2000, produit par Shogakukan et TMS et diffusé en France sur Fox Kids. C'est complet. Et sur France 5 aussi. Et sur France 5, tout à fait, rediffusé sur France 5 après. 1 partout. Troisième morceau. Bakemonogatari. Bakemonogatari. Ah oui, Bakemonogatari. Il l'a dit avant. Il fait Bakemonogatari. Et tu l'as dit plus vite. Effectivement. Au début, je croyais que ça allait être Nisei Monogatari, mais du coup, non. Et non, c'est Bakemonogatari. Kana Hanazawa, Renai Circulation. 4e opening de Bakemonogatari, animé 2009, produit par Shaft. Donc l'anti-KyoAni, on disait tout à l'heure, et édité en France par Daibex en Blu-ray et DVD. Il me semble que c'est plus disponible sur Netflix depuis un moment. C'est Damien qui dit c'est sur Wakanim. Pardon, Olivier. Il me semble que c'est sur Wakanim. C'est sur Wakanim, c'est ça maintenant. Il y a un bref passage sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Donc c'est chez Wakanim. 2-1 pardon pour l'équipe rouge. 4e morceau. Nichijou. Elisa, tu t'es mis. Je suis dans la bonne équipe. Je l'ai dit qu'il allait nous découper. On va les avoir. Donc Nichijou, ce n'est pas le thème de SimCity, bien sûr. Hein, c'est Nichijou, le thème de Hakase, tout simplement. Le thème de la petite professeure. Composé par Yuji Nomi, donc Nichijou, animé de 2011 chez KyoAni. On l'a suffisamment dit. 3-1. La partie n'est pas terminée, il reste un morceau. Oreno Imoto. Oreno Imoto, Gani Wakajana, je sais pas. Tu l'as eu parce qu'effectivement c'est un animé très kawaii. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est kawaii? Allez. En parler. Non, c'est l'histoire d'une jeune fille qui cache son complexe d'otaku et son frère le découvre, et en fait avec son frère elle va se nouer une relation qui au début est mignonne et qui se termine très mal. disons non, elle se termine au contraire très bien. Trop bien. Un peu trop bien. Rappelons que le titre donc c'est Oreno Imoto ga Konnani Kawaii Wakaganai, qui veut dire en français ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne. Animé qui date de 2006. Ça veut tout dire, merci. Ce genre de truc que ne fait pas KyoAni. Voilà, et c'est peut-être le genre de produit qui a été rendu possible par KyoAni. Malheureusement. Quelque part. Mais qu'ils ne feront pas. Mais qui ne feront jamais. J'espère. Dieu nous en préserve. Produit donc au sein du studio AIC Build, qui plaide coupable du coup. C'est donc sur un score de 3-2 que se termine ce quiz musical. Wouh. Et du coup bravo l'équipe rouge, du coup la casquette t'a porté chance, je crois. Bravo Elisa. Ouais. C'est grâce à moi. Effectivement tu es la meilleure. C'est l'heure des recommandations les amis, en avez-vous? Moi j'en ai une. Vas-y Pierre. Vu qu'il n'y a pas longtemps la nouvelle série de Kuniko Ikuhara a démarré, Sarah Zanmai, qui sera comme d'hab avec Kuniko Ikuhara, une série que 50% des gens diront c'est génial, et l'autre moitié qui diront mais ils ont pris de la drogue, c'est pas possible. Donne-nous le pitch rapidement. C'est des gens qui se font bouffer par une espèce de mascotte, qui se font bouffer un organe dans leur derrière.
qui les transforme en kappa. Et on peut jamais résumer les séries de Kuniko Ikara. On avait passé Yoriko Marashi avec des histoires d'oursons aussi, et tu peux pas pitcher. C'est avec ça, j'ai vu toute la série, mais je sais pas si je pourrais le pitcher. Mais du coup, si vous voulez patienter en attendant les autres épisodes, je vous recommande Utena la fillette révolutionnaire, qui est peut-être la série animée qui a le propos le plus intéressant sur le féminisme. 97, c'est ça? C'est le moment où il quitte Sailor Moon et... Non, pardon, Olivier. Dans cette époque-là, oui. Ouais. Avec une esthétique très, très clampesque, je trouve, très très jolie. Et là aussi, c'est vraiment... je pense que c'est plus accessible quand même que Sarazan Mai. Mais c'est à voir si vous aimez. Moi, en tout cas, je vous recommande vivement, quoi. Elisa, as-tu une recommandation? C'était pas prévu. Non, j'étais pas prévu, mais du coup j'ai cherché très rapidement parce que je savais que t'allais m'en demander. Et donc du coup j'ai cherché ce que j'avais vu sur Netflix il y a pas longtemps, et j'ai vu Aya de Yopougon, qui est le film tiré de la BD. Je sais plus qui est l'auteur d'ailleurs, qui est sorti en 2013 et qui a été produit par, je me rappelle pas le nom de la boîte, mais c'est la boîte de Johan Sfar. Oui, okay. D'accord, très bien. Et donc voilà, donc ça parle d'une jeune fille qui habite à Yopougon, c'est un quartier populaire d'Abidjan, dans les années 70, et donc on voit toute sa vie avec ses amis, ses parents, donc ça parle aussi du fait d'être un adulte à Yopougon dans les années 70, voilà, à Abidjan. Et donc c'est très joli, très beau, très sympathique à regarder, et ça parle à tout le monde. Donc regardez-le. Belle reco. Seb. Alors moi, ça sera pas vraiment une reco, c'est une anti-reco. C'est horrible. Ne regardez pas. Non, c'est que j'ai après 3 ans d'attente, j'ai enfin reçu le coffret de Full Metal Alchemist. Alors si vous suivez l'émission depuis le début, c'est un running gag. Voilà, c'est-à-dire que la première émission, première news, c'était ça. Voilà, c'était le coffret, le fameux coffret d'Ibex. Bon, voilà, 3 ans après, je le reçois, je l'ouvre, c'est une merde infâme. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Honnêtement, ils ont fait une clé USB. C'est gentil de leur part, mais franchement, je sais pas si je prendrais une photo parce que ça serait vraiment dommageable pour eux. C'est moche. La clé USB, c'est une 2.0. Il y a même pas, il y a 8 gigas, je crois. Dans l'artbook, c'est que des trucs qu'on a déjà vus ailleurs. Et bon, bah voilà, à part avoir la série en Blu-ray, ça ne sert à rien de le prendre. Fuyez. Genre, il y a plein d'autres très bonnes choses sur Diebex à prendre, mais ça, c'est sûr, c'est pas la bonne chose à prendre. Ça t'a coûté combien? 90 €. Bon, bah, on ne recevra plus les communiqués de presse de Diebex. Merci, mais non merci. Merci Seb, merci beaucoup. Olivier, as-tu une recommandation? Regardez Mob Psycho 100. Oui. C'est l'autre série du créateur de One Punch Man, One Punch Man qui est aussi une très belle série. Mais pendant, il a fait ça. Donc c'est le mangaka, c'est l'auteur One Punch Man qui a un scénariste et un dessinateur. Ça c'est le scénariste qui est aussi le dessinateur. Donc c'est pour ça que c'est mal dessiné. Mais Studio Bones a réussi à transcender cette animation en gardant son style un peu maladroit, mais avec une très belle animation. Et puis voilà, deux saisons, dont la deuxième qui vient de se terminer il y a pas 2 semaines. Et voilà, c'est disponible où ça? C'est sur Crunchyroll, curieusement. Tiens. C'est bizarre. Voilà. Non, mais effectivement, regardez. Mais sinon, là, pour la saison 1 en DVD Blu-ray chez Atanim. Très bien. Moi, ma recommandation, figure-toi qu'hier soir, il y avait une petite soirée organisée au Club de l'Étoile. On y est allé avec Pierre, Beats, Cross, Nos Ciné, où on a retrouvé Rafik Djoumi d'ailleurs. Je me disais bien que vous veniez plus aux soirées. Donc, effectivement, on a eu l'occasion de voir un film absolument extraordinaire, parce que c'est Scott Pilgrim versus The World que je vous recommande cette semaine. C'était un plaisir de le revoir en salle. Voilà, c'était vraiment superbe. Un peu illisible sur la fin malheureusement, mais bon, c'est une maigre concession. Quand on voit le résultat du film, c'est bouleversant. Voilà, c'est l'un des meilleurs héritiers qu'on ait pu avoir de Speed Racer. Donc merci infiniment à Edgar Wright, merci à Nos Ciné et à Beats, merci à toutes ces équipes de nous permettre de redécouvrir tous ces films dans des bonnes conditions, dans une salle qui est faite pour ça. Donc merci à eux. Olivier, je crois que tu voulais nous montrer quelque chose. Oui, j'ai amené des petits cadeaux en fait. Alors comme c'est une spéciale KyoAni, alors j'ai retrouvé, on avait fait des cartes postales sur Myriad Color Phantom World. On va le montrer près de la caméra. On a bien entendu dans la. Alors on en avait fait sur Sonophonium, mais c'est fini. On en a plus depuis longtemps. Et puis on fait pas le point. Là, t'es pas et puis alors cadeau aussi. Regardez ça. Waouh. Alors là, vous allez faire plaisir à Karel. Alors là.
Ça va aller dans la gaming room. Oui. On est en stream après, je crois. Voilà, alors il y en a 3 de chaque. Vous en faites, si vous voulez les faire gagner, allez-y, c'est cadeau. C'est très gentil. Je crois que notre audience est majoritairement masculine, mais avec ça va passer. Écoute, alors je jette un Twitter. Oui, on me dit que oui. Bon, en tout cas, merci infiniment, Olivier. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup ? Vous pouvez regarder les super animés Crunchyroll et la nouvelle saison qui a commencé aujourd'hui. Et puis sinon, je fais aussi un petit podcast sur les génériques de dessins animés, mais plutôt old school, qui s'appelle Anisong. Voilà, donc si vous aimez Get Wild et des génériques japonais, bien sûr, voilà, c'est toutes les semaines sur ce site anisong.fr. Et sur toutes les